Première partie de simulation. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous voulez devenir française? Voilà. Je voudrais devenir française pour compléter mon intégrité ici sur le territoire français. Parce que ça fait depuis 2002 que je suis ici en France. J'ai mon garçon, on est rentré en France, il avait 3 ans. Actuellement, il a 22 ans. Il est de nationalité française. Parce qu'il a rempli les conditions. En fait, il a fait toute sa scolarité ici en France. Il est en BTS commerce. Il a un bac littéraire. Tout va bien. Et puis, j'ai aussi ma fille qui est ici en France, qui a la résidence de 10 ans. Et en fait, pour vous dire que j'ai mes intérêts ici en France. J'ai ma maison, mon travail, ma famille. Voilà, ma vie, elle est ici en France. Et j'adhère aux valeurs de la France. Et franchement, je ne me sens pas étrangère à ce pays. Voilà, je me sens vraiment, au fond de moi-même, je me sens vraiment française. Voilà, il y a une histoire d'amour entre moi et la France. D'accord. Voilà. Donc là, vous savez que lorsque vous allez acquérir la nationalité française, vous allez avoir la double nationalité. D'accord? Je vais taire votre vraie nationalité d'origine. Et du coup, si demain, il fallait faire un choix entre votre naturalisation ou votre nationalité d'origine, laquelle choisiriez-vous? Donc, s'il y aura un choix entre ma nationalité initiale ma nationalité algérienne et la nationalité française, qui me dit il faut prendre ça ou ça, automatiquement, je prends la nationalité française. Pourquoi? Parce que ma vie, elle est ici en France. Mes intérêts personnels sont en France. Ma famille, elle est en France. Voilà. Ok, très bien. Je ne peux pas... Voilà. C'est pas possible, quoi, que... D'accord. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me donner des dates importantes pour notre pays? Des dates très importantes pour la France? Les dates importantes pour la France, les dates de la Première Guerre. Donnez-moi toutes les dates qui sont importantes que vous connaissez. Les dates qui sont importantes pour la France, c'est la Première Guerre mondiale, c'est le 1914 à 1918 et 1934 à 1945. 1939. 1939 à 1945. C'est la fin de la guerre, c'est l'armistice. Alors, l'armistice, c'est la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918. Et la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le 8 mai 1945. 1945, oui. 1945. Continuez, donnez-moi les autres dates. Et puis, les dates importantes, il y a le 14 juillet. Oui. C'est quoi le 14 juillet? Il y a le 14 juillet. Il y a le 14 juillet. Il y a l'année 1789. C'est la prise de la Bastille. À cette époque-là, il y a le peuple parisien qui s'est levé pour faire la Révolution française, pour libérer la Bastille, pour faire la fin de la monarchie, la fin des privilégiés. C'est ça. C'est ça. Cette date aussi, elle est très importante. Il y a la fête du travail, il y a le 1er mai, le 8 mai, il y a le 14 juillet. Voilà. Il y a la Révolution française de 1789 en sa généralité, hein, pas uniquement le 14 juillet, d'accord? Voilà. Il y a plusieurs d'autres dates que nous allons voir tout au long de la simulation, mais vous m'avez parlé de monarchie de privilégiés, la fin des privilégiés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que du coup, j'ai pas très bien compris. La fin de la monarchie, à la libération en fait, de la Bastille, c'est le peuple parisien s'est révolté pour arrêter tous les privilèges que cette période-là, ils étaient accordés aux nobles, aux personnes aux nobles, qui ont la permission d'aller à la chasse, ils n'avaient pas... Rentrez pas dans les détails. Ils ne payaient pas les impôts. Ne rentrez pas dans les détails, mais d'accord, mais c'était les privilèges qui étaient accordés aux nobles. Alors, il y avait déjà, dites-moi c'est quoi la monarchie?
C'est quoi la monarchie? La monarchie, c'est-à-dire que les droits, ils étaient trop réservés aux nobles, pas aux pauvres. Alors, C'était pas légal. Peut-être que je me trompe, je sais plus. non, oui, vous vous trompez, oui. Excuse-moi. Alors, la monarchie absolue, c'est lorsque vous parlez par les pouvoirs, c'est les pouvoirs qui sont accordés, enfin, tous les pouvoirs sont entre les mains d'un seul et même homme. C'était le roi qui détenait tous les pouvoirs. Oui. Est-ce que vous savez de quel pouvoir je parle? Est-ce que vous savez de quel pouvoir je parle? Le pouvoir du roi, qu'il a tous les pouvoirs sur le peuple. Et c'est quoi ces trois pouvoirs? C'est quoi ces pouvoirs? Vous parlez pas des pouvoirs, de la séparation des pouvoirs. Oui, Non, mais c'est ça, sauf que là, et avant, il n'y avait pas de séparation de pouvoir, justement. Avant, il n'y avait pas le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il y a trois pouvoirs. Exactement. Et c'est quoi la définition de ces trois pouvoirs? Alors, le pouvoir exécutif, il est exercé par le chef de gouvernement, par Monsieur le Président de la République et son gouvernement. Tout à fait. Le pouvoir législatif, il est exercé par le Parlement, par les députés et les sénateurs. Et le pouvoir judiciaire, il est exercé par les magistrats, c'est-à-dire ils contrôlent si les lois ils sont respectées ou non respectées. S'ils sont non respectés, il y a des sanctions qui tombent. Vous avez dit qui détient le pouvoir qui détient le pouvoir législatif? Législatif, c'est le Parlement. D'accord. C'est quoi le C'est Parlement? le Parlement. Pardon? Le Parlement, c'est quoi? Le Parlement, c'est les députés et les sénateurs. Okay. Il y a 777 députés et 348 sénateurs. C'est quoi la fonction? Allez, dites-moi, continuez. En fait, c'est eux qui discutent et qui s'écoutent entre eux et qui votent les lois du gouvernement. Alors, en fait, ils votent. C'est un endroit où on discute et on vote les lois. Voilà, on vote les lois tout court, pas les lois du gouvernement, d'accord? On vote les lois. Parce que justement, il y a le principe de la séparation de pouvoir. Dans votre phrase, ça signifie que justement, il n'y a plus de séparation de pouvoir. Ok? Juste un petit conseil pour vous, ne rentrez pas dans les détails de toutes ces choses. En fait, donnez que les grandes lignes. Vous me parlez 14 juillet, vous rentrez tant dans le détail, le peuple s'est soulevé pour les privés, ça c'est bien. Mais trop de développement va vous piéger. Parce que l'histoire est beaucoup plus profonde que ça. Dites-moi, qui était emprisonné à la Bastille que vous connaissez? C'était un grand homme. Monsieur Voltaire. Ok. Donnez-moi des grands hommes politiques de l'époque. Enfin, un grand homme politique que vous connaissez. Et à qui on doit beaucoup de choses. Il y a monsieur Charles de Gaulle. Ah, ça c'est tout de suite. Ça c'est maintenant. Je vous parle de l'époque de la Révolution française. Il y a Napoléon Bonaparte. Exactement. Et qu'est-ce qu'il a fait, Napoléon? Napoléon Bonaparte, il a élaboré dans le Code civil en 1804. Il me semble, 1804, il a élaboré, oui. Exactement. C'était un nom, oui. C'est ça. D'ailleurs, c'est lui aussi qui a créé les préfets, hein, pour que vous le sachiez aussi également. Très bien. Oui, il a été préfet, non? Il a été préfet un certain temps. Lui aussi, ouais. Il me semble qu'à l'époque, il avait été préfet. À l'époque, c'était le plus jeune préfet. C'était celui qui a instruit. C'était lui qui avait instauré la loi déjà. Dites-moi, en quelle année on a instauré la Première République? Qui a instauré la Première République? Non. En quelle année on a instauré en quelle année on a proclamé la Première République? La Première République, on l'a proclamée. Là, je suis un peu en 1892. 1792. 792. Oui, 1792. Oui, c'est ça. 792. Je peux noter, Ahmed, 1792. Première République. Okay. Dites-moi, que signifie l'abréviation SNCF? SNCF. La SNCF, qu'est-ce que ça signifie, SNCF? La SNCF, ça signifie le TER. Ah. Oui, c'est ça. Mais l'abréviation. Oui, mais c'est quoi le SNCF? Conseil non, général. C'est Société nationale du chemin de fer. D'accord, Société nationale du chemin de fer.
Voilà, merci pour le ça fait renseignement. partie de la culture. Hein. C'est une question qui a été posée la semaine dernière, c'est pour ça que je vous la pose. Ok? Merci beaucoup. Merci. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner le... Qui représente le préfet? Non, pardon, ma question est mal posée. Le préfet représente qui au niveau du département? Le préfet, il représente la ville. C'est lui le préfet, il représente la ville, en fait. Non, C'est lui l'autorité de la ville. non. Non. Attendez, qui représente le préfet? C'est-à-dire le préfet, il représente le gouvernement. Exactement, il représente l'État. Ah, j'ai mal compris. Voilà. Pourtant, je l'ai posé de deux manières. Peut-être ma question a été mal posée. Avec mon petit stress. Ah non, mais il n'y a pas de souci, justement, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était le préfet, il représentait l'État. Il représente le gouvernement. Voilà, si c'est ça, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, on a un système de déconcentration et de décentralisation. Décentralisation, c'est les mairies et déconcentration, c'est les préfets. Les préfets, ça veut dire c'est l'État dans plusieurs départements. C'est la définition un peu vulgaire qu'on donne à la déconcentration. C'est l'État dans plusieurs départements. Et en l'occurrence, le préfet représente l'État au niveau départemental et au niveau régional. Et il met donc en avant, pardon, l'intérêt de l'État. D'accord? On va s'arrêter là.